parti là? Tiens, t'as le clicker, tu penseras à le donner à Guillaume. Ah, mais j'ai pas besoin de slide. Ouais, il y a En vrai, j'ai pas de slide. derrière, avec tous les trucs Twitch. T'inquiète. On est bon? On est en ligne? C'est parti. Bon bah, salut à toutes et à tous, que ce soit dans la salle ou sur le live. Merci beaucoup de vous être soit déplacés, soit d'avoir rejoint le live. Donc on se connaît un petit peu maintenant. Moi c'est Jérémy. Moi je suis un développeur front-end chez Le Bon Coin depuis un certain temps et j'anime de temps en temps le live Le Bon Coin Tech. Et aujourd'hui on est hyper content de recevoir le meetup Managers in Tech. J'ai bien dit, c'est bon Stan, nickel. Autour d'un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Le Bon Coin également, c'est de réussir, ou en tout cas de faire son passage de contributeur-contributrice individuelle à engineering manager. Donc passer de potentiellement développeur, développeuse à du management et comment gérer et accompagner des personnes dans leur carrière. Et plutôt que de faire des discussions un petit peu en interne, un live Twitch plus un meetup, on s'est dit on va profiter de l'occasion de ce meetup-là et on va directement le streamer. Donc, à la régie, on sera là pour animer et répondre aux questions du chat et éventuellement poser les questions en fin de meetup auprès des différents intervenants et intervenantes. Et pour ne pas embêter plus de monde et prendre plus de temps, je vais tout de suite laisser Guillaume venir nous parler un petit peu de la Devinta, des meetups, pourquoi on fait ces initiatives-là et puis en quoi c'est important. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci Jérémy. Pardon, excusez-moi. Non, juste pour expliquer la philosophie de pourquoi on ouvre nos portes en fait et qu'on accueille des communautés tech externes. Je m'appelle Guillaume Gria, donc je suis ambassadeur tech advocate. Bon, c'est des métiers qu'on ne connaît pas trop en France, mais en gros, le métier, c'est de créer des opportunités d'apprentissage pour nos équipes tech en les connectant à leurs pairs, qui sont souvent d'autres entreprises, des réseaux de professionnels, des devs, des products, des UX, etc. pour aller chercher du retour d'expérience et de la connaissance, ce qui aidera nos équipes à prendre des meilleures décisions dans leur quotidien. Donc c'est pour ça que Jérémy vous parlait de la chaîne Twitch qu'on a mis en place pour se connecter virtuellement. Mais on fait aussi plein d'événements en présentiel dans nos murs pour l'externe, mais aussi en interne. Je ne vais pas trop vous embêter avec des chiffres, mais gardez en tête que les gens ne le savent pas forcément. On appartient à un groupe qui s'appelle la Devinta. C'est 25 marques en Europe, une dizaine de pays concernés, avec des plateformes Kleinanzeigen en Allemagne, c'est la plus grosse, avec Le Bon Coin en France, etc. Et ça fait à peu près 2000 tech à peu près en Europe. Donc c'est un gros collectif. Le Bon Coin, globalement, on est en top 3 des sites les plus visités en France. Derrière, il y a beaucoup d'équipes du coup qui sont entre Paris et Nantes. Oui, Nantes est très au sud sur cette carte. C'est comme ça. Mais globalement, on va rentrer après sur le métier d'engineering manager, mais on est organisé en feature team, donc c'est un modèle librement inspiré de Spotify, avec des équipes qui se concentrent sur une partie du produit et avec des guildes du coup. C'est ça qui est c'est mes clients principaux au quotidien. Donc c'est tous les métiers tech que vous allez trouver dans la boîte. C'est des communautés qui se retrouvent avec rituellement toutes les deux semaines et qui passent du moment ensemble pour partager des retours d'expérience, partager leurs challenges, et c'est aussi d'avoir des moments pour justement regarder ce qui se passe à l'extérieur dans d'autres boîtes. Et moi je bosse principalement avec eux, comme je vous le disais, sur ces expériences d'apprentissage. Si vous voulez retrouver un peu plus de notre actualité, vous avez tous ces réseaux sociaux et ces plateformes, que ce soit Meetup, Medium, X. On filme quelques talks qu'on met sur YouTube, et donc la chaîne Twitch dont on a parlé Jérémy. Je crois que c'est tout pour moi. Passez un bon Meetup. Il y aura des trucs à boire et à manger après si vous voulez discuter avec nous. Et sans plus attendre, je donne la parole à Stan. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Première partie avant le concert de ce soir. On est très content d'être là. Donc je m'appelle Stan. Avec Renaud, on a voulu relancer le Meetup Manager in Tech, qui avait été lancé d'abord en 2019,
puis des choses se sont passées en 2020, rendant plus compliqué la poursuite de ce rendez-vous. Et puis on a voulu le relancer parce que c'était un moment très agréable de partage d'expérience entre engineering managers, que des meet-up de dev, de lead, de CTO, de Python, de Ruby, de JavaScript, il y en a partout. Mais pour les EM, il n'y avait pas grand-chose. Donc on a voulu créer cet espace-là, justement pour pouvoir provoquer des discussions, des retours d'expérience. C'est un métier particulier, EM. On va en parler. Donc très rapidement, bon, voilà, Open Classroom représenté par Renaud et moi-même, cofondateur du Passport Dev. Renaud vous dira un petit mot sur Open Classroom, que je suis sûr que vous connaissez par ailleurs. Et Passport Dev, nous, ce qu'on veut faire, je parle avec Simon, mon associé, on veut permettre de mieux se comprendre, de mieux se connaître pour mieux progresser, qu'on soit à l'échelle individuelle, d'une équipe ou d'une organatech. Si ça suscite vos curiosités, vous pouvez aller sur passeport.dev voir concrètement ce que ça veut dire. C'était l'instant promo. Ce meet-up, donc, il existe depuis 2019. On l'a récupéré, il y avait à peu près 320 personnes. Et on a dépassé les 500 membres la semaine dernière. Donc on est très content. Ça veut dire que visiblement, ça intéresse des gens. Donc c'est cool. Et en fait, la raison pour laquelle, pour nous, c'est extrêmement important de faire ce meet-up aussi, c'est que en fait, le métier d'engineering manager, il est, alors chacun va prêcher pour sa paroisse, mais il est capital, il est pivot. Parce que dans une organisation, effectivement, on est entre les devs, l'opérationnel, le terrain, le delivery et la direction technique. Et du coup, on a des forces contraires qui viennent un petit peu nous faire basculer. Alors à base, c'était un gif, on ne le voit pas, mais effectivement, on est un peu tout le temps là-dedans. Et c'est ça qui crée toute la beauté, je pense, et le côté critique de ce job. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de créer cet espace de partage, de retour d'expérience et aussi de networking sur les 3 sujets sur lesquels normalement nous devons porter une casquette, les people, technologie, organisation. Donc voilà, c'est des sujets qu'on essaie de couvrir sur ces meet-up, rarement les 3 en même temps. On va essayer d'avoir des approches, des thématiques choisies, mais voilà, l'idée c'est de couvrir ces différents sujets. Je ne reviens pas sur toute la présentation de Guillaume, mais on est très très content en tout cas de faire ça chez Le Bon Coin. Merci Le Bon Coin, merci Guillaume, merci Julien, merci Jérémy, merci tous ceux qui ont permis à cet événement d'exister. Le Bon Coin Tech, c'est énorme acteur dans l'écosystème justement pour participer à cette diffusion du savoir. Donc on est très très content de faire ça avec vous. Si jamais vous avez envie de vous impliquer d'une façon ou d'une autre, ou qu'il y a des choses qui vous viennent, comme par exemple héberger dans votre entreprise un prochain meet-up, proposer un thème ou proposer un talk, n'hésitez pas à le faire. L'adresse est très simple, meetupmanagerintech@gmail. Donc voilà, on a une très belle table ronde. On avait annoncé un speaker en plus, Marc, qui était ancien de chez Back Market et Drivey, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais je vous recommande de flasher une conférence qu'il a faite sur le sujet, entre autres, de ce soir. C'est une vidéo YouTube qui est hyper intéressante. Donc si vraiment vous voulez prolonger la discussion et creuser encore plus sur ce qu'on va dire ce soir, je vous invite vraiment à la voir, elle est super. Et voilà, et sans plus attendre, je vais donner la parole à Renaud pour accueillir nos magnifiques intervenants, Elisa, Romain, Sarah et Timour. Je te donne la parole. Merci. Merci Stan. Donc comme il l'a dit, moi je suis chez Open Classroom, je m'appelle Renaud. Oui, coucou Xavier. Donc je suis engineering manager chez Open Classroom depuis 1 an et demi. Et en fait, si je co-organise ce meet-up avec Stan, c'est parce qu'à l'origine, le Meetup Manager in Tech avait été créé et lancé par Open Classroom. Et donc on garde l'historique en continuant d'être sponsor de l'événement côté Open Classroom. Et je ne présente pas forcément Open Classroom, parce que si on est dans l'écosystème tech, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. En tout cas, on fait des formations en ligne, diplômantes, des cours en ligne que vous connaissez sûrement tous. Et pour les managers dans la salle, on est en train de beaucoup concentrer nos efforts sur l'alternance. Donc si vous cherchez des alternants, allez jeter un coup d'œil sur la marketplace d'alternants d'Open Classroom qu'on vient de construire. Voilà.
Et j'ai mes 2 acolytes là-bas derrière, aussi engineering manager chez Open Classroom, Justine et Xavier, qui me font des encouragements. Voilà. Et ben, sur ce, moi je peux accueillir nos intervenants sur scène. Elisa, Sarah, Timur et Romain. Et donc, comme c'est marqué sur cette magnifique slide, le thème de ce soir, c'est le passage de contributeur individuel, donc développeur dans notre cas la plupart du temps, à engineering manager. Et donc, vous êtes tous ici engineering manager, voire... ah non, tous engineering manager. Il y avait d'autres postes potentiels prévus, mais du coup, on est entre EM ici. Donc, vous avez tous vécu ce passage, cette transition de contributeur individuel vers EM. Et maintenant que vous managez des devs, vous êtes tous et toutes susceptibles d'accompagner des devs dans cette transition-là. Donc c'est un peu les 2 sujets dont on va voir l'histoire. Votre transition à vous et comment vous allez accompagner des personnes plus tard. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter quelques minutes, un petit peu votre parcours et votre poste actuel? Alors, moi, je te coupe juste 2 secondes vas-y. pour vous dire que vous avez 2 micros, donc il va falloir que vous passiez le micro. Et j'ai un micro, j'ai pas qu'un casque. Donc j'ai un micro pour vous aussi, pour le public, quand vous aurez des questions. Voilà, donc Renaud, si tu veux prendre des questions du public, tu m'appelles et je passe le micro. Voilà. Merci. Ok, ouais, ça fonctionne. Alors bonjour, je m'appelle Timur. Je suis engineering manager chez Alma depuis 1 an et demi maintenant. Avant ça, j'étais front-end développeur. J'ai vécu 11 ans aux États-Unis et j'ai fait le grand move de revenir, je suis belge, de venir vivre en France avec mon épouse. Et j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler chez Alma, où j'ai pu devenir EM. On va discuter de mon parcours un peu plus en détail plus tard, mais voilà un peu en quelques lignes ce que j'ai vécu. Bonjour, moi c'est Elisa, je suis engineering manager chez Le Bon Coin. Avant, ça fait 6-7 ans que je suis engineering manager et je ne sais plus ce que je devais dire, j'ai complètement oublié. C'est pas mal déjà. Ah oui, si, j'ai un autre truc à dire. Et en plus de ce poste d'engineering manager, je coordonne le réseau femmes du Bon Coin, ce qui me permet aussi de coordonner un certain nombre de collaborateurs du Bon Coin sur ces sujets. Voilà. Bonjour tout le monde, donc moi Romain, je suis chez Le Bon Coin depuis presque 3 ans maintenant, mais je suis EM seulement depuis moins d'1 an. Je gérais jusqu'à présent les équipes, je gère désormais les équipes qui sont l'ensemble des DevOps chez Le Bon Coin, et avant ça j'en étais un DevOps chez Le Bon Coin. Donc je gère des gens qui font la même chose que moi avant. Bonjour à tous, moi c'est Sarah, j'ai 26 ans et je suis engineering manager chez Foam, donc je suis une jeune engineering manager, ça fait 3 mois que j'ai ce poste. Avant ça, j'ai travaillé 6 ans dans une boîte d'IA, donc dans un premier temps j'étais back-end engineer, après j'ai fait senior back-end engineer. Super belle expérience. J'ai aussi passé Tech Lead Défense dans le cadre d'un projet de ministère des Armées, dans le cadre du projet Licorne. Donc j'ai acquis pas mal de compétences managériales. Et ensuite, je suis partie totalement dans un domaine totalement différent, donc chez Foam, qui est dans le domaine de la mode, du prêt-à-porter, de seconde main pour les marques haut de gamme luxe. Et j'ai eu cette transition engineering manager par force de proposition à vouloir amener des solutions en interne, que ce soit technique, humain ou métier. Et donc ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà. Merci à tous. Donc, comme vous avez peut-être pu le deviner, je leur ai envoyé les questions en avance. C'est pour ça que des fois, ils me regardent en me disant est-ce que j'en parlerai après ou pas, etc. Du coup, la question suivante, c'est plutôt en se concentrant sur cette transition que vous avez fait entre développeur et engineering manager. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un petit peu? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Est-ce que c'était vous qui l'avez demandé? Est-ce que c'est la boîte qui l'a demandé? Et comment la transition s'est déroulée? Ok.
Bah super. Alors ça s'est fait assez naturellement. Comme je l'ai dit précédemment, vu que j'ai un petit peu eu toujours cette fibre de leadership et quand je suis arrivée dans la boîte, j'ai compris directement certaines problématiques métiers, techniques, il y avait certains enjeux. Donc j'ai su être force de proposition, d'amener des solutions, d'encadrer les développeurs, améliorer leurs conditions de travail, leur environnement, leur bien-être. Et ce qui m'a beaucoup aidé, je le reconnais, c'est mon CTO qui m'a totalement soutenu dans mes choix, qui m'a accompagné, qui m'a aidé à les valoir dans la boîte. Donc c'était vraiment très très cool pour moi qui m'accompagne, il m'a totalement fait confiance. Donc ça m'a permis d'acquérir ce poste aujourd'hui et il me fait toujours confiance et voilà. Alors pour moi, c'était pas très naturel, c'était pas aussi naturel que toi, mais j'avais mon manager aussi, qui était un excellent manager en fait, un peu comme ton CTO, qui me permettait d'avoir confiance en moi en fait. Et c'était aux États-Unis et il arrêtait pas d'essayer de me pousser d'être engineering manager. Moi personnellement, j'y croyais pas trop, je savais pas c'était quoi. Enfin, c'est pas que je savais pas c'était quoi, mais c'était pas quelque chose auquel j'avais vraiment pensé et envisagé d'être engineering manager un jour. Bon, après, j'ai dû déménager pour venir en France, mais à peu près la même chose s'est répétée en France où ça faisait un mois que je travaillais chez Alma. Je vais chez mon engineering manager durant nos one-on-one et je lui dis un jour, j'aimerais bien être engineering manager. Un jour, je lui dis, mais vraiment dans 2-3 ans. Bon, 2 mois après, il revient, il me dit, on a une position qui est ouverte, tu veux pas la prendre ? Ah, ok. Donc j'y vais à fond, je suis dedans, j'accepte la position avec plaisir en fait au final, parce que je me dis que c'est quelque chose que, enfin, si c'est 2 personnes différentes me disent que je suis fait pour cette position, on va dire, ou que je pourrais l'essayer du moins, ça en vaut la peine. Donc voilà. Alors moi, comment c'est passé ? Il y a tout juste 1 an, il y a la personne qui maintenant est mon N+1, qui vient d'ailleurs d'une des autres marketplaces du groupe, donc il est allemand, il est venu nous présenter la nouvelle organisation qu'il entendait mettre en place à l'échelle de l'entreprise. Et il y avait un carré vacant en haut. Et donc du coup, moi j'étais dans les personnes potentiellement intéressées par ce poste, parce que l'idée c'était de recruter d'abord un poste interne avant, si on ne trouvait pas, de recruter à l'extérieur. Donc je me suis posé la question, on nous a laissé quelques semaines pour un petit peu faire mijoter tout ça. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui étaient des managers à l'époque et qui m'ont donné un petit peu un aperçu de ce que ça pouvait être. Et j'ai postulé naturellement à ce poste-là. Et du coup, j'ai repris le périmètre que je gère maintenant. Donc c'était une opportunité très intéressante à ce moment-là. Merci. Moi, de mon côté, ça arrivait très jeune. Du coup, je travaillais depuis 2 ans ou 3 ans, même pas. Et mon manager, en fait, je travaillais dans une équipe data chez Deezer et la data a explosé comme dans beaucoup d'entreprises il y a 5-6 ans. Et mon manager me dit, voilà, tu veux devenir manager ? Et moi, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, manager, promotion, on dit oui. Du coup, j'ai dit oui. J'ai vraiment pas du tout réfléchi. Et après, je me suis retrouvée et c'était pas super facile parce que j'étais déjà la plus jeune de l'équipe. Donc c'était mes collègues, on allait boire des coups et je me suis dit merde alors, comment on fait ? Du coup, je dirais que ça a été un peu compliqué au début d'arriver à trouver ma place là-dedans, de me dire en fait qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je suis compétente ? La seule chose qui était pour moi qui m'aidait, c'était que j'étais l'ancienne de l'équipe, c'est-à-dire que j'étais arrivée, donc je connaissais bien les bases de données, etc. Donc ça m'avait un peu aidé à m'y retrouver. Mais je dirais qu'au début, ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai pris du temps et je dirais que après 7 ans, j'apprends encore et je fais encore des bêtises en management, pour être honnête, mais peut-être un peu moins. Ça marche, merci. Alors la prochaine question, c'était dans votre transition de développeur à engineering manager, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment, vraiment apprécié, qui s'est bien passé pour vous, et du coup que vous gardez en tête pour, si vous devez accompagner quelqu'un dans cette transition, ça je veux le refaire aussi avec lui. Et bien sûr, après, il y aura les questions sur un truc qui s'est mal passé. Je peux commencer. Alors, il faut savoir que chez Le Bon Coin, je crois que c'est Guillaume qui en a parlé tout à l'heure, on a ce qu'on appelle des guildes qui ne concernent pas que les développeurs, mais on a aussi des guildes d'EM dans l'entreprise. Donc, c'est l'occasion de rencontrer
toutes les 2 semaines l'ensemble de la communauté de managers pour poser des questions, se renseigner sur certains sujets. Et donc on a vraiment un support qui est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. Et donc on a le support de nos collègues. Et en ce qui me concerne, donc j'avais ce support-là d'un côté, j'avais aussi mon ancien manager avec qui je suis resté en contact, même encore aujourd'hui, j'ai passé 1 heure à discuter avec lui. Donc on a vraiment une communauté de managers qui est très soudée, et grâce à ça, ça permet d'avoir une transition qui se déroule sans trop de problèmes. Alors moi, je parlerais plus de reconnaissance. Ça a été un petit peu une sorte de satisfaction personnelle. Je parle de reconnaissance du CTO, mais aussi des personnes de mon entreprise. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. On avait différentes problématiques en interne, notamment sur les encadrages de sprint, de sprint, etc. Donc au fur et à mesure où j'essayais de mettre des choses en place, je voyais qu'effectivement, il y avait des résultats qui étaient satisfaisants. Et le bien-être des développeurs aussi qui était satisfaisant, leur environnement de travail et les retours qu'ils me faisaient. Donc moi, si eux, ils étaient contents, forcément je suis une manager contente. Et instaurer justement ce climat de confiance, ce climat de transparence pour avoir ces feedbacks de reconnaissance, pour moi, ça a été une réussite dans cette transition. J'aime beaucoup ce que tu as dit parce qu'en fait pour moi c'est un peu la même chose, la reconnaissance et surtout la confiance qu'on peut avoir entre engineering manager et nos développeurs en fait. Et pour moi c'est ce qui a été crucial au début. Je pense que c'est la seule chose à laquelle je me suis tenu parce que j'avais vraiment du mal, mais positivement, je voyais mes développeurs qui étaient heureux, contents et qui me faisait confiance. C'est dur à dire parce qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Mais c'est cette chose-là à laquelle je me suis accroché. Et surtout, mon manager qui m'a permis aussi de prendre confiance en moi, mais aussi de croire en moi dès le début, quoi. Je veux dire, il ne me connaissait pas, mais il savait que je pouvais le faire. Et il m'a poussé à être meilleur dès le début et encore aujourd'hui en fait. Voilà. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. C'est vraiment très important ce climat de confiance et de reconnaissance justement pour avoir ces feedbacks-là. Et surtout, moi ce que je remarque, c'est qu'en instaurant ce climat de confiance, de transparence, vous aurez plus de feedback positif. Les développeurs, ils ont besoin d'être écoutés. Et moi j'ai une phrase d'or, c'est je suis là pour vos intérêts. Donc si vous avez quoi que ce soit, parlez-en moi. J'essaierai de répondre à vos besoins et que ça concordonne avec les besoins de la boîte. Yes. Du coup, je vais aussi rebondir sur le feedback. J'avoue qu'au début, moi, demander des feedbacks, je trouvais ça un peu bizarre auprès de mon équipe. J'avais un peu l'impression de leur distribuer, d'en donner déjà, leur distribuer des bons points. Comme on avait le même âge, j'étais pas super à l'aise avec ça. Mais bon, forcément, moi, je pense qu'on va en parler après, mais donner des feedbacks à ses équipes, c'est important. Mais après, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi de demander des feedbacks. Donc au début, peut-être que les gens ne vous font pas super confiance, donc peut-être les feedbacks au début vont être un peu plats, mais c'est pas grave, faut continuer à faire ça. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, il y a de plus en plus de bons feedbacks qui viennent, des choses un peu plus importantes, des choses à aller creuser. Et pour répondre à la question à la base, moi, quand je fais une rétrospective, je me dis il y a peut-être plein de choses qui auraient pu être mises en place. Mais un truc qui m'a aussi aidé, c'est d'avoir une formation très rapidement. Alors, je vais déjà mettre un petit bémol là-dessus, c'est-à-dire que j'ai une formation très, très rapidement, peut-être au bout de 2-3 mois. Et le problème que j'avais, donc c'était super parce que j'avais une boîte à outils. Ce qui était plus compliqué pour moi, c'était j'avais pas d'exemple à donner. Alors que dans les formations manager, moi je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est de dire en fait j'ai eu ce cas avec mon équipe ou quelqu'un de mon équipe et j'ai pas trop su réagir. Et là les autres personnes, on se creuse la tête ensemble. Donc je dirais qu'idéalement pour moi, il faudrait avoir une espèce de mini-formation accélérée pour avoir une toolbox ou lire quelques ressources. Et puis, au bout de 6 mois, 9 mois, j'en sais rien de quel est le bon timing, avoir une formation un peu plus poussée où là, on a plus d'exemples à donner et on peut creuser avec les autres. Voilà. Super, merci beaucoup. Je prends les conseils au fur et à mesure aussi. Du coup, la question un peu en miroir, est-ce qu'il y a eu un truc qui a été particulièrement difficile ou qui s'est
selon vous, pas bien passé dans votre transition dev et EM? Et si vous deviez accompagner un dev dans cette transition maintenant, quelles leçons vous en tireriez, quoi? On peut tourner dans l'autre sens cette fois, commencer par Elisa. Du coup, je dirais que, et j'espère que cette phrase sortie de son contexte peut être démoralisante pour quelqu'un qui veut devenir manager, mais au début, je me suis trouvée super seule quand je suis devenue engineering manager, parce que je vois Arnaud qui valide. En fait, avant, j'étais au niveau de l'équipe, donc on se partageait nos feedbacks, on osait dire les choses, puis on se rend compte assez rapidement que les autres collègues, ils mettent un peu un filtre. Et puis on ne peut pas aussi tout le temps aller leur demander leurs conseils. Enfin, on a aussi besoin de prendre notre place. Et du coup, quelque chose que je pense qu'on peut mettre en place, c'est d'avoir un buddy, un autre manager avec qui on a une bonne relation, avec qui on, je sais pas, qu'on respecte en tant que manager, avec qui on se sent en sécurité pour aller poser ce genre de questions. Romain, tu parlais de la guild manager. Nous, on a une guild manager, donc ça peut être l'occasion de trouver un buddy à ce moment-là. Mais au sein d'une entreprise, ça peut être un autre manager, même s'il ne fait pas exactement... je pourrais demander à Romain des conseils, même si lui, il gère des gens qui font de l'AFRA, et moi, je gère des machine learning engineers, parce que je réalise que je ne me suis pas du tout présentée, en fait. Et du coup, voilà, je pense que ça, c'est un bon tips. Alors pour moi, je l'ai déjà dit un peu, mais ça a très mal débuté, je dois l'avouer. C'était pas facile. Je pense que les 6 premiers mois, j'ai dû vouloir quitter 350 fois. C'est vraiment pas facile des fois. Et moi, j'avais pas le support dont vous parlez, les guildes, j'avais mon manager. Et c'était le seul avec qui j'avais vraiment une confiance, en fait. J'étais nouveau, j'essaie de comprendre un peu aussi comment tout fonctionnait en France, en fait, vu qu'aux États-Unis, c'était très différent. Et donc, j'avais beaucoup de mal. Mais encore une fois, ce que j'ai dit, j'ai eu un manager qui était incroyable, qui m'a permis de croire en moi. C'est ce qui a fait la différence. Et donc, moi, personnellement, si je manageais quelqu'un, enfin, j'en manage aujourd'hui, mais si quelqu'un voulait devenir EM, dans le futur, c'est exactement ce que je ferais, en fait. Lui donner la confiance en lui-même. Enfin, c'est ce que je fais avec mes développeurs tous les jours. C'est notre but principal en tant que manager, c'est leur donner confiance, être sûr qu'ils soient heureux. Je pense que si on a ces deux choses-là, si notre dev arrive à être heureux et à avoir confiance en nous, on a gagné, quoi. Voilà. Je vais rebondir ce que tu dis parce que je suis totalement d'accord. Pour ma part, j'ai un petit peu mal vécu ce problème j'ai eu un problème de légitimité qui est dû à un manque cruel de confiance en moi, malgré que voilà, mon CTO me soutient, mes collègues aussi. Et pour un peu combattre mon propre ennemi, je demandais souvent des feedbacks. Je demandais, écoute, voilà, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je devrais le faire plutôt comme ci, plutôt comme ça? Et au fur et à mesure, je me suis fait confiance, j'ai osé certaines choses. Et si j'ai une chose à vous conseiller, là maintenant, c'est oser. Osez, n'ayez pas peur. Et vous verrez que par vos résultats, vous allez vous rassurer vous-même, vous allez être même fier de vos résultats. Donc vraiment, ne doutez pas de vous et foncez. Moi, ce qui s'est pas super bien passé, c'est qu'il faut savoir que j'étais un des premiers Français à avoir un N+1 qui n'était pas français, dans le contexte de l'internationalisation de l'entreprise. Donc je me suis pris un peu de plein fouet les différences culturelles. Mon N+1 est allemand, donc la rigueur allemande, la ponctualité allemande. Faire des one-one en anglais, mine de rien, c'était pas évident au début. Maintenant, c'est plus instauré parce qu'on a des équipes qui sont internationales. Mais au début, c'était vraiment assez difficile de mon côté. Donc maintenant, ça se ferait naturellement, mais les nouveaux EM baigneraient déjà dans ce contexte d'équipe internationale, de parler anglais. Donc ça serait déjà un petit peu plus simple, même si ça ne doit pas être sous-estimé quand même, mais ça a bien évolué depuis 1 an, on va dire, dans l'entreprise. Ok, merci. A priori, la dernière question sur votre transition, c'est quelle a été la plus grande surprise, la plus grande découverte en découvrant le boulot de engineering manager? Je ne m'attendais pas à devoir gérer des cas aussi divers et variés. Que ça va de la gestion des congés à des arrêts maladie, à tout un tas de problèmes et des problématiques techniques aussi.
sachant que, comme je disais tout à l'heure, je gère des gens qui font la même chose que ce que je faisais avant. Donc j'ai quand même envie de garder un nez dans ce qu'ils font. Donc je m'attendais à conserver ça, mais je ne m'attendais pas à devoir gérer tout un cas de problèmes et de choses qui se passent bien aussi. Hein. Et on a eu quelqu'un qui est devenu papa dans l'équipe, donc voilà, il y a des bonnes nouvelles aussi. Mais je ne m'attendais pas à devoir gérer un panel aussi vaste de situations. Et voilà, surtout ça. Alors concernant les difficultés, moi je dirais c'est sur tout l'aspect conflictuel. Donc c'est-à-dire que parfois j'ai été amenée à me retrouver dans des situations entre certaines personnes où il y avait une situation de conflit. Donc pour moi ces situations-là elles sont très complexes à gérer parce qu'elles sont pas du tout prévisibles. Elles sont pas prévisibles, on peut pas les anticiper. Donc il faut être prêt. Mais le plus important, il faut savoir les gérer dans les règles de l'art, je dirais. Et donc voilà, pour moi, ça a été une difficulté. Et une surprise également, c'est... alors, dans mon équipe, j'ai une personne porteur de maladie TDAH. Et c'est enrichissant parce que c'est une autre manière de communiquer, c'est une autre manière de gérer d'un point de vue managérial. Donc, j'ai beaucoup appris. En collaborant avec lui, et je collabore toujours avec lui, ça se passe hyper bien, mais voilà, c'est des process différents, c'est des rituels différents, donc voilà, moi ça a été une grosse surprise. Alors pour moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai une équipe qui est, ça fait qu'1 an et demi que je suis manager et ça va tomber sur moi, mais j'ai une équipe depuis 1 an et demi qui est incroyable. J'ai aucun problème personnel entre eux. Ils s'entendent tous très bien. Donc j'ai beaucoup de chance. Moi, la plus grande surprise que j'ai eue, par contre, en devenant EM, c'est toute cette politique de la boîte, en fait. Devoir se battre constamment pour faire des petites modifications ou quoi que ce soit. Au final, c'est épuisant sur un manager de devoir continuellement se battre. Et en plus, j'ai pas de problème dans mon équipe, donc je peux pas imaginer avoir les deux en même temps. Ça doit pas être facile, mais pour moi c'était ça la plus grande surprise, et je la vis encore aujourd'hui. C'est toujours surprenant et j'essaie de m'y habituer. De mon côté, en fait, c'est de passer d'une problématique où, je sais pas, tu as un bug à résoudre, du coup, tu réfléchis, ça marche, puis tu vois que ça fonctionne et puis tu es content, à la complexité de l'humain. C'est-à-dire, déjà, il faut comprendre le problème. Et ça, généralement, établir rien que le diagnostic, c'est compliqué. Ça demande de comprendre les personnes, de comprendre les échanges, de comprendre pourquoi les gens, il y a un... Moi, ça m'est arrivé malheureusement d'avoir des gens qui ne s'entendaient pas. Mais généralement, les deux, ils sont plutôt sympas, quoi. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils ne s'entendent pas, etc. Et en plus, si tu arrives à trouver le diagnostic, c'est après, tu vas mettre des choses en place. Et ce n'est pas parce qu'on a mis en place l'action que tu vas le voir tout de suite arriver. C'est au bout de 6 mois, tu fais « Ah, peut-être ce que j'ai fait, ce n'était pas trop mal ». Et du coup, d'un point de vue psychologique, au début, ça peut être un peu fatigant parce que tu as l'impression de faire des trucs, mais un peu dans l'air, quoi, parce que tu sais pas si ce que tu as mis en place, ça marche et c'est utile. Donc moi, c'est une première surprise. La deuxième chose qui pouvait me faire assez peur, parce que je suis passée manager assez tôt, c'était de manager des gens plus âgés. Je m'étais là, waouh, ils vont pas me répondre, ils vont pas me respecter. Voilà, ils ont 10 ans d'expé de plus. En plus, je suis une femme. Franchement, personne ne va m'écouter. Et en fait, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Je dis pas que ça arrive jamais, ce genre de comportement, malheureusement. Mais moi, en tout cas, ça n'a pas du tout été le cas. C'était même parfois plus facile de gérer quelqu'un avec plus d'expérience parce qu'il savait plus mettre le doigt sur ses frustrations, ce qui se passait bien, peut-être faire plus de feedback, etc. Donc voilà. Merci beaucoup. Quelques questions à propos de maintenant vous en tant que manager. Si un de vos managers vous parle de devenir manager, comment vous faites ? Du coup, ce que je voulais vous proposer, c'était qu'est-ce que vous allez regarder chez ce développeur ? Si un développeur vous dit j'ai envie de devenir manager, voilà, quelle qualité vous voulez qu'il ait, quel genre de projet vous voulez qu'il ait déjà dirigé, je sais pas. Sur quels critères vous vous basez pour vous dire oui, toi ça peut être une bonne idée et toi travaille sur autre chose ?
Déjà, je lui demanderais pourquoi il veut faire ça. C'est bête, mais en fait, les motivations, ça peut apprendre pas mal. Si la personne, elle est frustrée ou elle a envie d'évoluer, ça peut tout à fait s'entendre. Mais peut-être la solution, c'est pas de passer manager. Donc déjà, voir pourquoi cette personne a envie de passer manager, c'est quoi ses motivations, qu'est-ce qui lui donne de l'énergie. Par exemple, si quelqu'un me dit, les contacts humains, c'est compliqué, comprendre la partie relationnelle, je dis pas que c'est impossible, mais ça va peut-être prendre beaucoup plus de temps. Donc ouais, peut-être que je commencerai par les moteurs. Tu voulais peut-être que chacun en fasse un peu, c'est ça? Donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. En fait, c'est intéressant de poser cette question en premier temps. Et puis, pour moi, c'est de voir si la personne a un peu de sens de leadership au final. Ça, c'est le premier point peut-être pas le premier, mais c'est un des premiers points que je vais regarder. Et aussi le côté humain. Le côté humain, il est quand même important. On est des managers, on doit parler avec des gens, on doit motiver les gens, on doit les amener à faire plus sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est intéressant. Et je pense que c'est un métier qui est très dur. Je pense que tout le monde peut devenir engineering manager. Tout le monde ne devrait pas l'être. Donc, il faut trouver la bonne personne. Et je pense que c'est aussi du feeling au final. Et je pense que je ne pourrais pas faire cette décision. Moi, j'aime bien faire des décisions en groupe. Donc, j'en parlerai avec les autres engineering managers, j'en parlerai avec les autres développeurs pour voir qu'est-ce qu'eux, ils en pensent. C'est important de faire des décisions en groupe, je trouve. Je rebondis sur ce que tu dis, je suis assez d'accord. Il ne faut pas juste regarder la fibre leadership. Il y a tout un aspect à analyser sur la personne. C'est une question, je suis assez d'accord avec toi, c'est une question de feeling. Donc déjà, faut connaître ses développeurs, mais oui, c'est une question de feeling, voir si c'est quelqu'un qui est apte à accompagner les gens, à les guider, à les encadrer, qui est force de proposition, de volonté. Et puis pour moi, surtout, ce qui est très important, c'est la communication. J'en ai connu plein, des EM, des leads, des VP, des CTO. Ils sont très très bons, hein, mais la communication, elle ne suit pas derrière. Et ça instaure malheureusement cette ambiance qui est parfois pesante, il n'y a pas une relation de confiance avec cette personne-là. Donc ça devient dur. Et cela, ça se ressent à travers leur communication. Donc, et ça casse tout et c'est totalement décevant. Et c'est pour ça, je suis d'accord avec toi, tout le monde peut devenir manager. Maintenant, est-ce que c'est le bon choix, quoi? En plus de ce qui a été dit précédemment, auquel je souscris complètement, il y a aussi le fait faut que la personne ait conscience qu'elle sera attendue sur d'autres choses que ce qu'elle faisait jusqu'à présent. Surtout quand on travaille dans du domaine technique, quand on devient manager, la technique, on peut continuer à en faire, on peut continuer à mettre le nez dedans, mais ça passe minoritaire par rapport à tout le reste, des sujets organisationnels, des choses qui, certaines personnes ne les intéressent pas du tout. Moi, je sais que dans mon équipe, il y a des personnes, organisation, c'est du blabla, ça ne les intéresse pas, ils veulent passer du temps, ils veulent coder, ils veulent sortir du code. Donc voilà, leur faire prendre conscience qu'il y aura d'autres attentes. Voilà. Et puis aussi, il y a des prérequis un petit peu humains que la personne se doit d'être. Enfin, évidemment, accompagner d'autres personnes, ça demande des compétences relationnelles, de communication. Ça se travaille, mais il y a aussi une part qui est peut-être innée ou que moins il faut apprécier faire. Donc voilà, bon, c'est ça. Merci. Elisa, tu t'étais interrompue tout à l'heure dans ta liste, mais est-ce que tout le monde a complété suffisamment ou tu as d'autres critères? Ça marche. Je voulais savoir du coup, à propos de cette transition, justement, là maintenant dans les entreprises dans lesquelles vous êtes, qu'est-ce qui est en place pour accompagner ce passage? Et notamment, est-ce que, Elisa, tu disais c'est après une promotion, enfin engineering manager, ça peut être une promotion. Est-ce que vous avez, comme ça se répand de plus en plus, ce système de 2 tracks, une track pour devenir expert, une track manager ou d'autres systèmes que ça? Je peux répondre du coup. Oui, il y a 2 tracks. Et je pense que c'est hyper utile parce que justement, ça matérialise le fait qu'on peut progresser dans l'entreprise, pas seulement en passant manager, mais par exemple en passant senior, puis staff. J'ai pas tous. Je crois qu'il y a principal engineer. J'ai un doute. Bref. Voilà, on va dire que c'est ça. Et qu'en plus, toute entreprise, donc déjà, avoir un career framework, ça aide. Et pour répondre à ta question sur ce qui est mis en place,
Il y a des choses quand même. Certains peuvent être dubitatifs, mais non, il y a des choses. On a une formation avec Solar Management. Je leur fais de la pub, mais en vrai, c'est vraiment pas mal. Je l'ai fait aussi chez Deezer, donc je l'ai fait 2 fois, et 2 fois, j'ai appris plein de trucs. Et ça, c'est hyper utile pour plusieurs choses. Déjà, on a une boîte à outils, et en plus, en vrai, on est avec d'autres managers, pas seulement des engineering managers, en tout cas dans notre cas, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet également, par exemple, de trouver ces fameux buddies, de confronter nos points de vue. Dans cette formation de manager, il y a aussi quelque chose qui s'appelle ProcessCom, donc qui nous aide à apprendre à se connaître déjà et à savoir comment les autres sont et apprendre à communiquer. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, on a la guilde EM. Et assez récemment, on a un programme de mentorat qui a été lancé à destination des femmes. Donc, c'est que sur un certain public. Après, en manager tech femme, on n'est pas non plus des milliards. Et donc, c'est un programme de mentorat pour tout le monde, pour toutes les femmes, qu'elles soient contributrices ou managers. Mais ça aussi, c'est une manière de progresser. Voilà. Ouais, alors j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit et je pense que c'est génial que vous avez tout ça en place parce que chez nous, en fait, on a des workshops de leadership en fait. Au final, c'est pas, il y a leadership et il y a management. Donc c'est pour moi 2 choses qui sont quand même assez différentes. Ça nous a beaucoup aidé, mais à part ça, en réalité, enfin, Alma c'est une boîte assez récente. Elle a 5 ou 6 ans, 6 ans. Et donc, on n'a pas tous les processus en place encore. Et je pense que c'est quelque chose qu'on y travaille, en fait, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui prend du temps à être mis en place. Et j'espère que je pourrai aider, en fait, à justement aider les prochains ou les prochaines EM à devenir EM, en fait. Pour ma part, alors moi j'ai reçu une formation externe. J'ai pas été, j'ai pas d'autres engineering managers dans la boîte. Du coup, j'ai reçu une formation externe et un peu plus en interne. Voilà, on nous fait, il y a une prise de position sur certaines missions pour qu'on gagne un petit peu en compétences sur certains aspects humains, management, etc. Donc on est assez accompagné sur certains projets pour monter en compétences. Là, en ce moment, on est en train de former en interne un développeur front qui veut justement monter en compétences et passer manager. Donc ça va être un accompagnement au fur et à mesure. On va le positionner sur une mission où voilà, ils sont à l'aise, où il peut un petit peu mettre le premier pas dedans. Donc voilà. Alors, en même temps, j'ai pensé, je me suis souvenu qu'en fait, on a un système qui s'appelle le Vie ma vie chez Le Bon Coin, où on peut, pendant une certaine période, généralement c'est pendant un sprint, donc 2 semaines, on peut vivre ma vie aller dans une autre équipe. Et en l'occurrence, j'en avais fait un pendant 2 semaines dans une équipe qui gère l'authentification chez Le Bon Coin, et donc j'avais passé 2 semaines avec l'EM pour un petit peu découvrir les différents rituels qu'il avait mis en place dans son équipe, les one-one, etc. Donc on a les one-one. On a aussi effectivement la formation qui est assez longue chez Solar, que tout le monde fait en tant que manager depuis des années. Ça marche très très bien, super intéressant. Et on a aussi l'accompagnement qu'on a, la communauté en fait. On peut très facilement aller voir n'importe quelle personne de la hiérarchie ou qui est un homologue et avoir très facilement des conseils. Donc on est bien équipé. Ça avait l'air effectivement bien équipé. Sarah, juste toi, tu n'as pas répondu sur la question, est-ce que vous avez une seule track management où il y a une option pour un dev qui voudrait devenir expert? Non, on a une seule track. Okay. C'est assez simple. Ça marche. Alors, il me restait une question, c'est maintenant que vous êtes donc engineering manager, comment vous restez à jour niveau tech sur voilà, les pratiques de code de la boîte, les évolutions des différentes technologies, maintenant que vous êtes dans un boulot où vous codez moins qu'avant? Je commence. Alors j'adore cette question parce que j'adore coder, donc je me mets régulièrement à jour. Moi j'ai plein d'outils à côté, donc j'en ai un, je regarde tous les jours, ça s'appelle daily.dev, donc je vous le recommande, c'est super. Ça fait des suggestions d'articles sur vos centres d'intérêt, c'est assez récent, c'est top.
je lis plein d'articles, je lis des livres, et si je peux en citer un dernier, c'est Twitter. On ne dirait pas comme ça, je ne sais pas si vous suivez Twitter, le monde de la tech sur Twitter, mais c'est vraiment génial. Alors, il faut suivre les bonnes personnes, parce qu'il y a influenceurs et influenceurs, mais en suivant les bonnes personnes, on est à jour, on découvre des trucs vraiment grandioses, donc voilà. Je vais juste compléter ma question au passage, parce que je sais qu'en fonction des boîtes, on peut être engineering manager et continuer à coder, ou avoir complètement arrêté. Et du coup, je veux bien savoir dans quel cas vous êtes. Non, nous généralement, on peut continuer. C'est un peu difficile de répondre parce que rien ne m'empêche de contribuer avec mon équipe. Ça serait même bien vu parce que du coup, je conserverai une certaine proximité avec eux techniquement. Mais pour répondre à la question initiale, c'est pas évident de continuer à maintenir ces compétences parce que en l'occurrence, j'ai une équipe qui est assez conséquente. J'ai 11 personnes sous moi, donc du coup, ils couvrent un panel très large de techno. Certains sont seniors, donc je peux clairement pas rivaliser avec eux. Mais en tout cas, j'ai très à cœur de maintenir au moins une connaissance globale sur ce qu'ils font. Et un truc qui marche assez bien dans l'équipe, c'est que je leur demande assez fréquemment de faire des présentations de ce qu'ils font. Ça leur permet à eux de s'entraîner à la présentation de leur sujet. Et ça me permet à moi, mais aussi à leurs collègues, aux autres personnes de l'équipe, d'apprendre. Et ouais, ça marche assez bien, ce genre d'exercice. Ouais, d'ailleurs, j'aime beaucoup ce que tu as dit sur le point d'avoir une connaissance globale, en fait. Il ne faut pas tout savoir en tant que manager, il ne faut pas aller dans les détails. C'est vraiment au final, on est là aussi pour comprendre ce que nos devs font et pour l'expliquer, par exemple, durant une présentation, l'expliquer au top management, etc. Par contre, pour moi, pour rester le plus à jour possible par rapport aux nouvelles technologies, je regarde beaucoup de vidéos YouTube en fait aussi. Il y a beaucoup de channels. Moi, je regarde beaucoup en anglais, bien sûr, mais c'est ce qui m'aide beaucoup. Twitter, énormément aussi. J'aime bien Reddit aussi. Il y a certains channels certains subreddits qui peuvent être sympas. Mais au final, pour moi, le plus dur dans tout ça, c'était, en fait, je suis un dev front. Bon, j'ai fait du back, etc., mais pas à un niveau où mes dev back l'ont fait. Donc, c'est d'essayer de comprendre toutes les subtilités dont ils parlent et de rester à jour, en fait, et d'apprendre tous les jours sur des sujets que je ne connais pas forcément. Tout ça, c'est pour dire qu'il faut rester à jour et bien écouter ses développeurs et surtout ne pas lâcher les prises, en fait, parce que si on lâche prise pendant un petit moment durant une refactorisation qui va prendre des mois, c'est très facile de se perdre plus tard dans le sujet. Donc voilà pour moi. Merci. Moi, de mon côté, heureusement pour mon équipe, je ne développe pas. Sinon, je pense qu'ils seraient très paniqués. Après, voilà, je rebondis sur ce que vous dites, sur faire de la veille. Je pense que j'en fais moins que vous. En tout cas, là, je suis en train de culpabiliser énormément. Je regarde, je suis sur Medium. J'avoue qu'on a aussi une guilde pour les Machine Learning Engineers et moi, je manage des Machine Learning Engineers. Parfois, je vais juste regarder ce qui se raconte sur leur guilde et puis comme ça me fait une présélection des articles. Donc, j'utilise aussi beaucoup ce que eux partagent. Je rebondis sur ce que tu disais, Romain, sur les présentations. Après, j'avoue que la question que tu poses, c'est même une question qui me taraude souvent. Une manière d'y répondre pour moi, c'était quand je suis arrivée, en tout cas dans ce nouveau poste au Bon Coin il y a 2 ans, je leur ai dit en fait j'ai pas la réponse aux questions, mais moi mon travail c'est vous poser des questions et pour moi il y aura 2 vertus. La première vertu, c'est que potentiellement je vais poser une question qui va être un peu plus naïve, mais au moins ça va leur faire penser à des choses qu'ils n'ont pas pensé. Ça arrive souvent. Et puis moi ça me permet aussi d'engranger des connaissances et d'avoir une meilleure vue 360 comme tu le disais. Et j'avais noté un autre truc, désolée, je vais le regarder parce que peut-être que c'était pas super. Ah oui, je sais. Pardon. Et aussi, on parle beaucoup en IA de ChatGPT. Nous, on a la chance d'avoir notre outil interne de chatbot. Et j'avoue qu'à fois, je lui pose des questions. Je lui dis, voilà, tu peux me dire pourquoi c'est vraiment important ce projet? Et puis, ça me permet un peu de vulgariser pour moi en amont. Et puis, comme ça, quand j'arrive auprès de mon équipe, je me fie pas exactement tout, parce que ça peut halluciner un LLM, on le sait tous. Mais ça me permet aussi de récupérer des connaissances assez facilement et ensuite de pouvoir arriver avec ces questions auprès de mon équipe.
Eh ben, merci beaucoup. Ça commence à faire un moment qu'on parle, sans vous. Donc il est temps de vous inclure dans la discussion. Est-ce qu'il y a des questions du public? J'emmène le micro. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence. Donc, vous avez parlé du fait qu'en changeant de poste, vous n'êtes plus en contact avec les mêmes personnes ni avec les mêmes quantités. Donc, parfois, vous êtes en contact avec d'autres managers, d'autres personnes au niveau C-level comme CTO. Aujourd'hui, dans votre quotidien, vous êtes en contact avec quels humains et quel relationnel humain vous pouvez faire? Non, parce que je dis ça parce que certains EM parlent du fait de passer d'une équipe de 50 personnes à 5000 personnes. Donc voilà, je voudrais savoir aujourd'hui, vous, combien d'humains vous pouvez compter et dans quelle catégorie ils sont? Waouh, j'ai pas. Alors beaucoup de personnes, je sais pas si je vais pas les compter, mais effectivement, ça nous apprend à travailler avec des personnes différentes, beaucoup plus avec des stakeholders, avec le C-level. Ça c'est une compétence qu'on a. Moi, j'apprécie pas mal faire de la vulgarisation, donc c'est quelque chose que j'ai plutôt apprécié quand je suis passée manager. Après, j'ai envie de dire, et d'autant plus en tant que manager d'une équipe qui fait, avant je disais machine learning, maintenant je me la pète et je dis IA, parce que comme ça parle plus à tout le monde. Une équipe qui fait de l'IA auprès de toutes les équipes du Bon Coin, en fait je suis amenée à discuter avec plein de profils différents. Je pourrais pas mettre un chiffre derrière, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de réunions. Je sais pas si c'était ça aussi la question derrière. Alors oui, les réunions, oula, il y en a beaucoup. C'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais il y en a beaucoup, hein, et ça fatigue très vite. Alors pour moi non plus, je peux pas compter exactement combien de personnes avec qui je discute tous les jours. Je suis numéro 1 sur Slack, par contre, en nombre de messages sur 30 jours. Peut-être ça veut dire quelque chose. Je parle beaucoup avec les stakeholders. C'est quelque chose que j'ai eu, ça m'a pris un petit laps de temps à comprendre, en fait, d'aller parler aux stakeholders. Et encore cette semaine, juste de parler à un stakeholder, ça nous a aidé à redéfinir une roadmap, en fait, la changer pour qu'elle soit meilleure et pour qu'elle avance le produit. Ouais, j'espère que ça répond à ta question, en tout cas. Alors, j'ai pas forcément envie d'être redondante, mais moi non plus, je vais pas pouvoir mettre exactement de chiffres. Effectivement, je compte plus forcément les réunions et le nombre de personnes avec qui je parle, je collabore. Mais effectivement, ça, je pense que ça peut être inclus aussi à une surprise où je m'attendais pas forcément à passer Engineering Manager, où moi j'ai fait directement cette transition Dev Engineering Manager, ça a été assez vite et mon quotidien il a vraiment changé à ce changement de poste. Donc effectivement, c'est vrai que là j'ai un peu plus cette vision périphérique maintenant des objectifs de la boîte, des enjeux, et ça me demande vraiment d'être parfois un peu le passe-plat, parfois de faire un petit peu transiter l'info en fonction de l'équipe produit, l'équipe tech, etc. Donc, mais après, je pense que ça dépend de l'entreprise, de sa taille, des enjeux, de sa structure. Donc c'est un peu difficile de répondre avec précision à cette question. Pas beaucoup plus de choses à rajouter que ça, si ce n'est qu'en devenant manager, j'ai eu l'opportunité du coup de discuter beaucoup avec les RH parce que j'avais besoin de support sur toutes les problématiques humaines, parce que je ne connaissais pas grand-chose à la gestion des congés, à la gestion des arrêts maladie, etc. Donc beaucoup de discussions avec ça. Après, le positionnement que j'ai au niveau, comment dire, mes collègues, pas mon équipe, mais mes collègues sont j'en ai italiens, allemands, espagnol, donc j'ai beaucoup de monde, de nouveaux interlocuteurs grâce à ce nouveau poste. Donc des discussions plus internationales. Voilà. Plus tout ce qui a été dit avant. On a une question sur Twitch qu'on va prendre maintenant. On reviendra après aux questions dans le public. Hop. Donc du coup, on a une question de Cybernico. En tant qu'EM, quel est votre niveau de participation au daily ? À quel point rentrez-vous dans les différents sujets de squad et quel impact essayez-vous d'avoir au niveau de l'avancement ou du succès de ces différents sujets ? J'aime beaucoup la question. Alors moi déjà, les daily, j'essaie de mon mieux pour qu'ils soient fun. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas se lever à 9h30 du matin pour en faire un, je comprends.
Donc moi, j'aime bien rajouter partout des blagues et surtout avoir un tout petit peu de temps au début pour qu'on puisse chatter ensemble, en fait. Après, à quel point je rentre dans les détails avec mes développeurs pour savoir où ils en sont. Je leur fais confiance et je pense que jusqu'à maintenant ça a fonctionné. Si je vois qu'il y a un projet qui vraiment commence à se ralentir pour une raison ou une autre, à prendre du temps à se réaliser, qu'on n'arrive pas à avancer dans les milestones, à ce moment-là, oui, je commence. Ça prend pas longtemps, généralement ça prend quelques jours pour que je le réalise. Et à ce moment-là, c'est là où je commence à aller un peu plus au fond du problème pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que les développeurs, très souvent, ils ont peur de dire qu'ils sont bloqués. Alors qu'en fait, c'est OK. Je suis bloqué quotidiennement et c'est pas un problème. Donc il faut vraiment pousser les développeurs à nous dire quand ils sont bloqués, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis. Je rebondis sur tes propos. Après, je pense que chaque entreprise a un petit peu sa manière de faire les délits. Nous, comme on est pas mal en remote, on commence tous à 9h, on sent un petit peu parfois les personnes qui ont mis leur réveil à 8h55, ça le sent dans la voix. Donc on essaye déjà de un que ça dure pas trop longtemps. Ça dure pas trop longtemps, maximum 15 minutes, on est nombreux, il y a une prise de parole de chaque personne. Mais effectivement, je rebondis sur le fait que c'est important, il y a une question cruciale, nous, qui est posée au délit, et c'est est-ce que vous êtes bloqué sur quelque chose ? C'est hyper important que quelqu'un nous dise je suis bloqué parce que j'ai tel problème technique ou j'attends le retour d'une personne. Ça, c'est la première question, c'est ce qu'on attend. Après, on demande pas, personnellement, je ne demande pas forcément qu'ils aillent dans les détails. J'essaye d'avoir une vision périphérique de l'avancée des projets et tout, etc. On est quand même assez structuré là-dessus. Donc voilà. Alors, nous, on n'est pas mon équipe, on fonctionne en weekly. On a 2 événements récurrents par semaine. Un événement un peu sérieux où là, on va discuter vraiment des sujets en cours, les points de blocage, les éventuelles collaborations à faire entre personnes de l'équipe. Parce que c'est une équipe, je ne vais pas préciser, mais qui au quotidien ne bosse pas ensemble. C'est des DevOps éparpillés dans des FT. Donc au quotidien, ils ne partagent pas forcément beaucoup de sujets. Donc on a ce point-là. Et on a un point un peu plus détente en fin de semaine, où là, c'est plus vraiment pour parler de ce qu'on va faire le week-end, ou pour beaucoup plus détente. Pardon. Nous, on a un daily, on est un peu plus sympa que vous, ce qui est à 9h45. Et il dure 15 minutes, on est 12, donc en fait, on ne peut pas rentrer dans les détails par définition. Du coup, je pense que c'est vraiment idéalement pour voir les bloqueurs. Quelquefois, même on n'a pas forcément le temps de rebondir, même quand il y a un bloqueur. Donc, quelquefois, en fait, je le note quelque part et puis je reviens après via Slack où on se fait un meet. L'autre chose que je n'ai pas précisé, c'est que moi je suis en binôme avec une product owner, donc c'est aussi elle qui va rythmer ça et c'est aussi elle qui va checker des points par exemple qui peut mettre l'alerte sur un point de blocage et dans ce cas-là, moi aussi je vais creuser ensuite en one-one. Voilà. Je rebondis rapidement sur ce que tu dis parce que moi aussi je suis en binôme avec une product owner que je l'ai pas précisé, mais effectivement après je pense que ça dépend des structures des boîtes, mais je collabore tous les jours avec elle et c'est important qu'on ait du coup cette collaboration en descente d'informations, que moi je fasse un peu le passe-pas par rapport aux demandes produits, etc., etc. Merci d'abord pour vos divers retours, c'était vachement enrichissant. Je vois que vous avez tous été promus Engineering Manager dans un cadre que vous connaissiez déjà, c'est-à-dire que vous étiez déjà dans votre boîte et vous êtes passé EM au sein de cette même entreprise. Et globalement, de tous les retours que j'ai eu ou vu, c'est généralement comme ça que ça se passe. C'est rarement un changement de poste où je passe de IC dans une boîte vers EM dans une nouvelle boîte en recrutement. Est-ce que néanmoins c'est une solution que vous avez vue peut-être dans votre entourage, dans les guildes, dans les gens avec qui vous avez pu discuter? Et le cas échéant, quels conseils finalement vous donneriez pour pouvoir passer EM mais en changeant de boîte et pas en ayant une opportunité interne? Alors le truc marrant avec moi, c'est que quand j'ai appliqué à Alma, j'ai par erreur appliqué la position de M. On m'a fait un petit retour. Tu rigoles? Non, on recherche des EM qui ont un peu d'expérience, quoi.
Je pense que tu as raison, j'en vois peu des cas comme ça. Je pense que ça existe, hein, il y a de tout. Mais je pense pas que c'est facile nécessairement de le faire. Alors, tu disais aussi que moi j'étais là depuis longtemps, j'étais là depuis 3 mois je connaissais pas le scope, je connaissais rien, ça faisait peur. Mais j'espère que j'ai répondu à ta question. Après, peut-être ce que tu peux faire, ouais, je sais pas si c'est ton cas. C'est vrai que j'ai pas entendu beaucoup de cas, mais peut-être que si c'est quelque chose pour lequel tu es prêt à attendre 1 an de plus, peut-être postuler dans une autre entreprise et poser la question comme critère un peu. Tu disais, en fait, j'ai ce projet-là, à quel point c'est réaliste, parce que peut-être que l'entreprise, elle va avoir peur de faire passer quelqu'un engineering manager alors qu'elle n'a pas, elle a pas de... On l'a dit, on a parlé de feeling, on a parlé de la capacité humaine, et c'est un peu dur sur des process de recrutement. On définit un peu un fit quand on prend quelqu'un, mais tu vois, il y a peut-être moins de côté là-dessus. Et après, je pense lire quand même pas mal des ressources, ça peut t'aider à te préparer. Je vais commencer par une réponse, parce que du coup, ça a été mon cas. J'ai été recruté en tant qu'EM en sortant d'un poste d'IC. Et moi, ce qui m'avait ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment d'avoir au départ en fait vraiment une approche d'ingénieur sur les problématiques à aborder dans l'équipe dans laquelle j'ai été intégré. C'est vraiment prendre les problèmes comme des problèmes à résoudre, qu'ils soient humains ou qu'ils soient d'organisation ou de technologie, puisqu'on a évoqué effectivement, Stan a évoqué ces trois branches tout à l'heure. Et j'avais déjà un historique de Scrum Master dans une équipe de 7-8 personnes pendant 2-3 ans, et vraiment traiter les sujets au fur et à mesure, notamment, vous avez un peu évoqué, mais pas beaucoup, la partie binôme avec le PM va vraiment aider en fait à découvrir le métier et à résoudre les problèmes. Je veux juste continuer en disant aussi qu'il y avait un truc qui avait été assez différent, c'est la différence de taille de boîte aussi, qui avait en fait fait une grosse différence. Quand on entend les expériences, par exemple, de Le Bon Coin, on comprend bien qu'il y a tout un système vraiment en place pour prendre en compte cette évolution. Dans des plus petites boîtes, ça va être quelque chose où le fonctionnement va être beaucoup plus équipe par équipe par rapport aux demandes, aux besoins de l'équipe en elle-même. Notamment sur le track. Moi, un des trucs que j'ai retrouvé dans ma boîte, c'est vraiment le fait qu'un track dans une petite boîte ou dans une boîte par exemple qui est en train de scaler, c'est pas forcément nécessaire. Au contraire, c'est même un piège dans lequel on peut tomber parce qu'on va commencer à essayer de mettre des gens dans des boîtes alors que on a la moitié qui viennent juste d'arriver, qui n'ont pas forcément de nécessité de faire cette évolution et ce genre de choses. Voilà. Et du coup, j'arrive à ma question, mais j'espère que ça te donne un petit truc. La question, c'est pour vous au quotidien, manager, c'est surtout un métier, un rôle, ou c'est des tâches à accomplir? Les deux. Des tâches et un métier. Enfin, oui, c'est un métier parce que c'est des attentes différentes. Enfin, moi, je veux dire, ce que je faisais avant, mon quotidien est complètement différent. C'est-à-dire que je suis heureux de devoir encadrer et en même temps, je ne sais pas si je réponds carrément à la question, mais pour moi, c'est les deux. Enfin, il y a une liste de tâches. J'ai des one-on à faire, j'ai des carrières d'évolution à gérer, j'ai vraiment une liste mentale de choses à faire. Mais c'est aussi un métier parce que c'est un titre et c'est comme ça que c'est pourquoi j'ai appliqué en tant que M. Je te rejoins. Pour moi, je dirais c'est un peu les deux aussi. Donc j'ai la liste, j'ai ma liste de tâches à faire. Mais par rapport à avant, je dirais que effectivement, pour un peu vulgariser ça, avant j'étais plus dans ce rôle d'exécutant et maintenant je me vois plus dans ce rôle vraiment de pilotage. Et pour moi, en fait, cette transition entre les deux, je l'ai totalement senti et je sens qu'en fait je fais plus du tout les mêmes choses et que effectivement, pour répondre à ta question, c'est un peu des deux. Pour qu'il y ait un peu ce rôle de pilotage, j'ai des tâches à faire au quotidien avec tout ce qui en suit après. Ouais, honnêtement, j'ai rien à rajouter, c'est parfait. Je t'ai lancé le micro comme ça. Moi, je dirais, déjà, je pense que c'est aussi un rôle
et pas seulement des tâches, parce que déjà, c'est un rôle qui va peut-être différer en fonction des entreprises. Tu avais l'air de dire, en fonction de la structure, tu as peut-être des choses différentes. Dans ma précédente entreprise, j'avais pas de PO, donc forcément entre être EM avec une PO, un PO, ou être EM seul, c'est différent. Donc là, tes tâches vont évoluer, puis c'est aussi une posture à trouver, une posture de leadership, arriver à emmener les gens. Donc je trouverais que le réduire à des listes de tâches est peut-être un peu trop réducteur. Et sachant que, en plus, pour moi, c'est d'autant plus une posture que je suis sûre que dans notre manière de manager, on doit avoir des traits en commun. Enfin, j'imagine. Et on va avoir aussi notre propre manière de manager qui est liée à notre boîte, mais aussi notre personnalité. Alors oui, justement, pour rebondir sur ce que vous dites à propos du leadership et du pilotage, on dit souvent que dans une entreprise, c'est un peu comme un grand bateau. Chaque manager est un petit capitaine. Vous, au niveau macro, pour continuer cette discussion sur la partie rôle, est-ce que vous avez l'impression, par vos expériences avec CTO, stakeholders et autres, que vous pouvez influencer la direction dans laquelle va le bateau, que vous pouvez amener le bateau dans la bonne direction? Je pense que oui. Je suis arrivé dans un contexte où l'organisation était en train d'être définie. Donc il y avait beaucoup de choses, et c'est encore le cas maintenant. Et je sens vraiment que je peux amener des choses versus une boîte où potentiellement tous les process sont déjà en place. Donc dans mon cas, oui, j'ai pu quand même influer, et j'influe toujours sur pas mal de choix. Pour te répondre, c'est à peu près le même cas. Je suis arrivée dans ma boîte, il y avait déjà des structures, des process, mais heureusement que j'ai eu le soutien de mon CTO, mais justement en lui proposant des choses, j'ai vu que j'ai pu, il y avait quand même une influence sur des choix qui ont déjà été entrepris, que ce soit au niveau du C-level ou d'autres pôles, que ce soit d'un point de vue humain ou structurel ou d'autres, ou même parfois des choix techniques. Enfin, peu importe, j'ai senti que effectivement, ça influait. Sur. Alors pour ma part, c'est surtout sur la structure de l'équipe, surtout que la structure de l'équipe qui a totalement changé, même parfois des rituels ou même parfois des outils. On a fait on a fait un virage 360 parce que ça marchait pas, on n'arrivait pas à gagner en productivité. Parfois, ça menait même à des conflits. Donc il faut tout retravailler, il faut être fort de proposition et en fin de compte, effectivement. On nous fait confiance pour que le bateau aille dans la bonne direction et pas à contre-courant. Tout à fait d'accord. Et nous, par exemple, à Alma, chaque manager peut avoir différents rituels. Il y en a qui n'ont pas de daily. Il y en a qui préfèrent faire des tech refinements, d'autres pas. Je pense que c'est OK. Et si ça fonctionne pour eux, tant mieux. Je voulais rajouter un point. Maintenant, j'ai perdu mon point. Juste pour rebondir rapidement sur ce qu'il disait par rapport aux rituels différents entre chaque équipe, c'est le cas aussi chez nous, parce qu'il y a des équipes qui fonctionnent en sprint, il y en a qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent en Kanban. Donc chaque équipe est vraiment libre d'implémenter la méthode qu'elle souhaite au sein de son équipe et des rituels qu'elle veut. Moi, comme je disais que j'ai 2 rituels par semaine, c'est moi qui ai décidé de faire ça, mais personne ne me l'a imposé, j'aurais pu faire complètement autre chose. Je viens juste rebondir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour donner un peu plus de précision, nous sur la partie build, on fonctionne en sprint, et tout ce qui est sur la partie demande client, run, bug, effectivement, on fonctionne en Kanban, et on a remarqué que c'est beaucoup plus efficace. On peut pas tout mettre. On a remarqué que nous, on perd énormément en vélocité quand on mélangeait tout. Donc, on a décidé de séparer en fait cette partie build et cette partie run, et on a remarqué c'était beaucoup plus efficace d'avoir une équipe qui fonctionne par sprint, développement de fonctionnalités, et cette partie justement de travail en continu sur la partie run. Et après, je pense que ça dépend des entreprises, de leur méthode. Faut s'adapter. Ça t'est revenu ou pas? Finalement. Ce que j'allais dire aussi, c'est je pense que je peux influer la direction que la boîte prend, en fait. Ne serait-ce qu'un petit changement, il faut juste imaginer ça, en fait. Un petit changement, sur le court terme, c'est un petit impact, mais sur le long terme, c'est énorme. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle la dette technique, par exemple. On pense bien faire sur le moment, on pense que c'est bien, et dans 2 ans, on revient, mais on dit, mais qui a écrit ça? Ah, c'était moi.
Yes, et alors sur la partie stratégie management, on l'a déjà pas mal évoqué, mais pour parler de la stratégie business, je pense que ça va dépendre. Enfin, tu vas avoir des contraintes qui sont peut-être portées à un niveau plus haut. Par exemple, à quel point tu vas être averse au risque, à quel point tu vas aller super vite, et tant pis si tu te fais pas mal de dettes techniques. Évidemment, nous, en tant qu'EM, on peut arriver à déconstruire ça, peut-être à expliquer, ok, bah, par exemple, cette dette technique, si on la prend, bah, en fait, on va la payer dans 6 mois ou dans 2 ans, c'est pas pareil. Donc arriver à déconstruire ça et en fait à mettre les conséquences derrière. Et sur la partie averse au risque, je pense qu'aussi on peut aider. Par exemple, moi je travaille pas mal sur des sujets d'intelligence artificielle. Bah, y a des risques, bon, par exemple, pas être compliant avec l'AI Act. Bon, je pense que c'est pas une super bonne idée. Mais après, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut jouer. Et je pense qu'en tant qu'EM, on peut aussi travailler avec nos stakeholders pour comprendre un peu, bah, ok, ces contraintes, elles sont là pourquoi, et un peu essayer de jouer avec ça. Il restait une question au fond, et Oui. une autre main qui se lève après. Déjà, merci pour la conférence, merci pour vos réponses. Je me demande comment vous avez vécu le passage justement d'IC à EM, dans le sens où l'EM, il doit défendre son équipe, il doit défendre ses développeurs, et ça c'est super, on a tous envie de le faire. D'un autre côté, il est aussi porteur de la stratégie de la boîte, et parfois ça peut aller à l'encontre de la vision des développeurs ou de leurs intérêts personnels. Comment vous avez vécu ce passage-là? Et ouais, voilà ma question. Allez, je me lance. Effectivement, je te l'accorde, je trouve ça délicat. Effectivement, quelque chose, en tout cas, qu'on nous disait côté Solar Management, c'est le concept de solidarité hiérarchique. Donc, en fait, si tu te poses en opposition avec ton top management, etc., peut-être qu'à court terme, c'est super, tu as l'air d'un rebelle et tout, toute ton équipe est là, ouais, trop bien. Et en fait, à terme, ils vont se dire, bah, en fait, cette personne, elle a aussi un peu, vu qu'elle est à l'encontre du management, bah, peut-être qu'elle n'a aucune manière de l'influer, peut-être qu'elle n'a aucune manière de travailler avec. Donc, généralement, c'est pas une super idée. Sauf que, bah, tu le dis très bien, il y a des fois, il y a des choses où tes développeurs sont pas OK et toi-même, t'es pas OK. Je dirais que si dans le premier cas où c'est seulement tes développeurs qui sont pas OK, mais toi, tu es OK, bah, tu peux essayer de communiquer sur pourquoi c'est OK. Bon, bah, par exemple, j'en sais rien, pourquoi on fait ce choix technique, pourquoi on accepte de prendre cette dette technique, c'est pour X ou Y raison. Donc, arriver à l'expliquer, prendre le feedback, c'est top. Quand tu n'es pas d'accord, bah, c'est compliqué. J'ai envie de dire, soit tu es capable de l'accepter et d'arriver avec un narratif, même si tu n'es pas 100% OK, soit y a pas, je sais pas, soit tu pars de ta boîte. Je vais rebondir sur ce que tu dis. J'ai un petit cas assez concret. C'était voilà, il y avait une demande de fonctionnalité et en fait j'ai mon staff engineer qui était pas content parce que il a été décidé hiérarchiquement parlant un peu plus haut que cette fonctionnalité là allait être développée dans un service plutôt que dans un autre. Et ce choix a été fait parce que il fut un temps, il y a eu de la bande passante d'un côté, fallait la développer, mais pour lui c'était pas le bon choix technique. Donc ce qu'il faut mettre en place, c'est un compromis, lui faire comprendre, écoute, ok, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est pas le bon choix technique, mais voilà, il y a des enjeux, la boîte a besoin d'avoir cette fonctionnalité-là, on a des demandes clients, donc ce que je te propose, c'est que pour le moment, on le fait dans ce service-là, et ensuite, une fois qu'on a un petit peu plus de bande passante, eh bien, en fait, on va juste tout simplement, on va tergiverser, cette fonctionnalité-là vers le bon service. Donc, en fait, j'essaye, quand j'ai ce genre de cas, j'essaie un petit peu de trouver cet équilibre, ce compromis, et quand c'est pas le cas. Là, c'est vrai qu'on rentre. Après, ça dépend la situation, le contexte et la problématique. Donc, effectivement, on n'est pas parfois porteur de décision finale. Mais même si on peut influer, on peut dire, écoute, je pense que c'est vraiment pas le bon choix. Je pense qu'il faut plutôt faire ça. Mais parfois, malheureusement, on n'a pas le dernier mot. Mais parfois, on a le dernier mot. Et ça, c'est quand c'est beau. Personnellement, moi, je pense qu'on est les EM sont des diplomates, en fait. On est entre nos devs et on est entre le top management et on essaye vraiment de faire de notre mieux pour que tout le monde soit heureux, en fait.
Et donc des fois, c'est très difficile de se retrouver avec des personnes qui sont là depuis longtemps dans la boîte, qui ont une très bonne compréhension du sujet, ou même des nouvelles personnes en fait. Et c'est eux qui codent, c'est eux qui sont en code au quotidien, mais le top management veut qu'on fasse quelque chose différemment. Et on se retrouve en fait avec les développeurs qui sont pas contents parce que c'est eux qui vont le coder, c'est eux qui connaissent le projet le mieux, c'est eux qui savent quoi faire. Mais il faut trouver ce compromis, je pense que tu le disais très bien, c'est un compromis entre le top management et les développeurs pour qu'on puisse avancer, parce que sinon on va se disputer pendant des années, quoi. À la fin, on s'en fatigue très vite, ça. De mon côté, j'ai fait la même formation qu'Elisa, donc le concept de solidarité hiérarchique, je le connais, et c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été évident, parce que quand j'étais un membre comme les autres, c'est-à-dire avant d'être le manager de mon équipe actuelle, ça pouvait m'arriver de râler avec eux sur la politique de congés, sur les augmentes, etc. Maintenant, je ne peux plus trop m'en plaindre, ou tout du moins, il faut que j'ai un discours qui soit beaucoup plus en accord avec les valeurs de l'entreprise, ou tout du moins le discours de l'entreprise. Et donc certains ont peut-être pu voir que j'ai changé, ont peut-être pu me dire « Ah, t'as changé ». Mais comme disait Elisa, si à un moment donné c'est trop difficile à assumer, l'entreprise on la quitte, quoi. Alors, juste pour vous dire, moi j'apparais que pour les mauvaises nouvelles. Il est déjà 20h15, ça fait 1h15 qu'on fait cette table ronde. Je sais qu'il y a encore des questions, il y en a même encore sur Twitch, mais on va clôturer ici le meet-up. Par contre, on a tout qui est prêt pour boire un petit coup ensemble, avec ou sans alcool, pour manger. Et merci beaucoup à tous. Je vais donner la fin du meet-up à Stan. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser à tout le monde lors de l'apéro. Stan, je t'invite à clôturer ce meet-up. Merci. Oui, bravo. Merci, c'était hyper intéressant. On a parlé de plein de sujets. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Merci Renaud, bravo pour Master of Ceremony canon. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, tout a été dit. Merci à tous. On va pouvoir continuer la discussion à l'apéro. Merci aux gens qui nous ont suivis sur Twitch. Et on va se retrouver à la rentrée. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore où, on ne sait pas encore sur quoi, mais on est sûr que ce sera à la rentrée et qu'il se passera un nouvel événement du Meetup. Donc voilà, merci à tous. Et puis continuons de discuter autour d'une bière. Guillaume, allez. Dernier mot pour remercier l'équipe Milky Lab et Julien et Raphaël qui nous ont accompagnés sur ce dernier Meetup. Merci à vous les gars. On peut les applaudir. Et maintenant, vous pouvez poursuivre les discussions autour du buffet. À tout de suite.